Que s'est-il passé dans les premières microsecondes après le Big Bang? À quoi ressemblait la matière avant même que les atomes n'existent? Pourquoi l'univers existe-t-il d'ailleurs? Pour répondre à ces questions fondamentales, Ozios, je me suis rendu au CERN à Genève. Dis-moi directement dans les commentaires si tu aimerais voir plus souvent ce genre de reportage sur place. J'essaierai d'en organiser davantage cette année et abonne-toi à la chaîne si tu ne veux pas les manquer. Bienvenue à tous! Les amis, je me trouve ici à 60 mètres sous terre, à l'expérience Alice au CERN, où les chercheurs veulent rien de moins que recréer les conditions qui régnaient quelques microsecondes après le Big Bang. Ça paraît incroyable, et ça l'est aussi. Et je dois vous dire, cet endroit ressemble vraiment moins à un centre de recherche qu'à un mélange de science-fiction et de cathédrale. C'est complètement dingue, et on va regarder ça de plus près maintenant. Le trajet jusqu'à Alice est déjà une expérience en soi. En compagnie du professeur Carsten Welch de l'Université de Liverpool, j'ai traversé un labyrinthe de couloirs et de sas de sécurité. Les mesures de sécurité ici sont extrêmes. On se trouve en effet dans l'un des centres de recherche les plus importants au monde. On a pris un ascenseur industriel pour descendre à 60 mètres de profondeur. Un trajet qui m'a donné l'impression de voyager dans le temps. Car ce qui m'attendait là-bas, c'est une machine qui remonte littéralement le temps, jusqu'au moment où notre univers n'avait que quelques microsecondes. Quand les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, je me suis retrouvé face à l'un des appareils scientifiques les plus impressionnants que j'ai jamais vus, Alice. Ce sigle signifie A Large Ion Collider Experiment. Il mesure 26 mètres de long, 16 mètres de haut et pèse pas moins de 10 000 tonnes. Et la caverne qui l'abrite est gigantesque. On pourrait facilement y loger un immeuble de plusieurs étages. Mais qu'est-ce qu'on étudie exactement ici? Pour le comprendre, j'ai discuté avec le physicien Kai Shweda, le chef de projet d'Alice. Que fait cette expérience? Qu'est-ce que nous voulons y découvrir? Alice est l'une des 4 grandes expériences du Grand Collisionneur de Hadron. C'est l'accélérateur le plus puissant qui existe au monde. Et nous sommes l'une de ces expériences et nous faisons spécifiquement de la physique nucléaire. Nous faisons entrer en collision les noyaux atomiques les plus lourds à presque la vitesse de la lumière et nous voulons créer une matière qui a traversé tout l'univers. Très peu de temps après le Big Bang, environ 1 millionième de seconde après le Big Bang, tout l'univers existait sous forme d'une soupe de particules élémentaires, de quarks et de gluons. Et à cette époque, l'univers était dépourvu de structure, et ce n'est que plus tard que les protons, les neutrons, les noyaux atomiques, les atomes d'hydrogène, etc., se sont formés. Et ce n'est qu'à ce moment-là que l'univers a acquis une structure. Jusqu'à aujourd'hui, il existe les plus grandes structures, les galaxies, les amas de galaxies, et l'univers s'est énormément étendu depuis le Big Bang il y a 14 milliards d'années. Alors que la plupart des gens associaient le grand collisionneur de Hadron à la recherche de nouvelles particules comme le boson de Higgs, Alice a une mission bien particulière, l'étude du plasma quark-gluon. Le plasma quark-gluon est un état de la matière si extrême qu'il n'a probablement existé que pendant les premières microsecondes après le Big Bang. C'est l'état dans lequel la matière est, pour ainsi dire, complètement fondue. Imagine que tu chauffes de la matière normale de plus en plus. D'abord elle fond, puis elle s'évapore. Mais que se passe-t-il si tu continues à chauffer le gaz? À un moment donné, toutes les structures se dissolvent, les protons et les neutrons qui composent tous les noyaux atomiques se désintègrent. Il ne reste plus que leurs composants fondamentaux, des quarks et des gluons, qui virevoltent librement dans une soupe cosmique primitive. Pour atteindre cet état, il faut des conditions inimaginables, des températures d'environ 1 billion de degrés. C'est 100 000 fois plus chaud que le centre du Soleil et c'est exactement ces conditions qu'Alice crée. Mais un vrai physicien du CERN saura bien sûr mieux t'expliquer tout ça. Nous voulons recréer les conditions qui régnaient peu après le Big Bang. Et comme tu l'as déjà dit, nous voulons produire ce plasma de quarks et de gluons. Et là, la plupart des spectateurs vont sûrement se demander « Mais qu'est-ce que c'est que ce plasma de quarks et de gluons, au nom du ciel ?» Peux-tu nous expliquer cela encore une fois? Oui, avec plaisir. Un électron, on le connaît des cours de chimie ou de physique, c'est une particule élémentaire. Élémentaire signifie qu'elle n'a pas de structure interne, elle n'est pas composée, elle n'a pas de sous-structure. C'est une particule unique et elle participe à l'interaction électromagnétique. Nous connaissons les courants, les champs magnétiques, tout cela, c'est l'électron qui le fait. Et donc, si on regarde par exemple dans l'atome le plus simple, l'atome d'hydrogène, il y a à l'extérieur un électron qui gravite quelque part. Et si on regarde à l'intérieur, il y a un proton. Et le proton, lui, est à nouveau composé. Ce n'est pas encore une particule élémentaire, mais c'est là qu'on trouve justement les quarks et les gluons.
Les quarks, on trouve en moyenne 3 quarks qui composent le proton, et ces quarks sont maintenus ensemble par les gluons, c'est la colle. En anglais, le mot glue signifie justement colle. Donc les gluons maintiennent les quarks ensemble dans le proton, et ensemble, ce sont les particules élémentaires de l'interaction forte. Et on ne les a jamais observées à l'état libre. C'est une propriété très particulière de l'interaction forte. Je peux me procurer un électron libre, je prends un fil chaud, je le chauffe, j'applique un champ électrique externe et alors j'ai un électron libre. Les quarks, eux, sont toujours enfermés dans le proton. Peu importe à quel point nous faisons entrer les particules en collision violemment. Mais on peut faire la chose suivante. Si l'on chauffe extrêmement la matière nucléaire, donc les protons et les neutrons, alors ils deviennent quasi libres pendant un court instant. Cela signifie qu'ils peuvent se déplacer sur des distances plus grandes qu'un proton. Et c'est exactement ce qui s'est produit dans l'univers primordial. À ce moment-là, toute la matière que nous connaissons aujourd'hui, toi, moi, notre planète Terre, notre Soleil, toutes les planètes de notre système solaire et en fait toutes les galaxies étaient réunies dans une sphère de 50 km de diamètre. Et il n'y avait alors que les particules élémentaires, les électrons, les neutrinos, les quarks et les gluons. Et cet état de l'univers primitif, nous voulons en recréer une toute petite gouttelette. Mais comment ça marche exactement? Le principe est simple, du moins en théorie. Alice utilise le grand collisionneur de hadrons pour faire s'entrechoquer des ions lourds, principalement des noyaux de plomb, à une vitesse proche de celle de la lumière. Et quand je dis à une vitesse proche de celle de la lumière, je le pense vraiment. Les ions sont accélérés à 99,999% de la vitesse de la lumière. À ces vitesses, le temps lui-même s'écoule plus lentement. Lorsque ces ions entrent en collision frontale, ils se forment, l'espace d'un infime instant, on parle ici de fractions de nanosecondes, une goutte de plasma quark-gluon. La matière devient si chaude que les protons et les neutrons fondent littéralement. Leurs composants, les quarks et les gluons, sont libérés. Pendant ce bref instant, la matière existe sous sa forme la plus élémentaire, telle qu'elle devait exister peu après le Big Bang. Mais ensuite, presque au même moment, le plasma se refroidit à nouveau. Les quarks et les gluons se recombinent en protons, neutrons et autres particules. Il en résulte une véritable avalanche de particules. Une seule collision peut produire jusqu'à 3000 particules chargées qui s'envolent dans toutes les directions. Et c'est là que la vraie magie commence. Supposons que tout est réussi, que nous ayons pu produire un plasma de quarks et de gluons. Comment Alice détecte-t-elle cela en fait? Comment puis-je mesurer cela? Oui, nous venons de terminer une mise à niveau. Nous enregistrons des données à des taux de collision les plus élevés. Cela signifie que chaque seconde, 2 noyaux atomiques, 2 noyaux de plomb entrent en collision 50 000 fois par seconde. Et nous enregistrons chaque collision individuellement. En fait, nous enregistrons en continu toutes les données du détecteur. Nous n'avons donc pas de déclencheur, tout est écrit sur disque et analysé. Et c'est ainsi que nous reconstituons ce qui sort de cette collision. Des particules subatomiques en sortent, qui frappent ensuite à nouveau notre détecteur. Cela peut être des électrons, les sœurs plus lourdes des électrons, les muons, ce sont des protons, des kaons. Donc les particules subatomiques, leur nom peuple tout l'alphabet grec. Et nous mesurons chaque trace individuellement, collision par collision. Et nous indiquons aussi quel type de particules en ressort. Et à partir de cela, nous voulons tirer des conclusions sur ce qui se passe réellement lors d'une telle collision. Et si nous avons créé le plasma quark gluon, et si nous l'avons créé, nous voulons voir quelles propriétés il possède. Le détecteur est construit comme un énorme oignon. 18 couches différentes entourent le point de collision de manière concentrique. Chacune de ces couches mesure différentes propriétés des particules produites. Leur trajectoire, leur vitesse, leur énergie, leur charge. Certains détecteurs utilisent l'effet Cherenkov. C'est la lueur qui apparaît lorsque des particules traversent un milieu plus vite que la lumière. D'autres mesurent le rayonnement de transition ou la perte d'énergie des particules. Et à côté du détecteur principal qui mesure l'ensemble de l'avalanche de particules, il y a aussi le bras à muons. Oui, nous avons maintenant fait complètement le tour ici. Je pense qu'on peut encore bien deviner à quel point tout cela est gigantesque et nous sommes maintenant derrière le grand aimant, au niveau du soi-disant bras des millions. Donc ici, il y a encore toute une structure derrière, composée de plusieurs couches, car les millions, on pourrait dire d'électrons plus lourds, eux, sont très peu enclins au contact et parviennent à s'échapper de la structure principale jusqu'ici, tandis que les autres particules, que nous ne voulons pas examiner ici, restent coincées là-bas. Cela signifie qu'en pratique, seuls les millions arrivent principalement ici et ils sont ensuite examinés ici, couche par couche.
Ce qui rend tout ça spécial, c'est la précision avec laquelle on peut déterminer le type de particules. Alors que les autres détecteurs du LHC recherchent principalement de nouvelles particules spectaculaires, celui-ci est spécialement conçu pour identifier pratiquement chaque particule produite lors de la collision. Et il y a quelques mois, les physiciens ont fait une découverte complètement folle. Ils avaient réussi ce à quoi les alchimistes du Moyen-Âge avaient toujours aspiré. Ils avaient transformé le plomb en or. Tous les détenteurs d'or ont déjà regardé leur portefeuille avec inquiétude. Depuis, le prix de l'or a quand même encore augmenté, mais c'est pour une autre raison. Est-ce que les médias ont exagéré la situation? Ou qu'est-ce qui s'est exactement passé? Non, ils ont très bien reflété la situation. Nous avons fait un communiqué de presse. De la part d'Alice, nous avons transformé du plomb en or. Et cela a été largement repris par la presse. C'était en fait C'est le résultat qui a eu la plus grande visibilité de tous les résultats du CERN au cours des 10 dernières années. Et je pense que cela a été très bien fait. Scientifiquement, cela a été rapporté dans les médias, la presse écrite, mais aussi à la télévision, et on le voyait partout. Et nous avons transformé du plomb en or en retirant du plomb. On enlève 3 protons. Si l'on regarde dans l'enveloppe atomique, dans le cours de chimie, personne ne connaît le tableau périodique par cœur pour les grands nombres, mais le plomb se trouve à la position 82. Il a donc 82 électrons et l'or en a 79. Et si j'enlève maintenant 3 protons au noyau de plomb, alors le plomb devient de l'or. Et c'est ce que nous avons fait lors de collisions spéciales que nous avons détectées. Et l'or que nous avons créé, c'est une quantité équivalente à celle d'une bactérie. On ne pourrait même pas le voir à l'œil nu. Donc, en 10 ans, nous avons produit 1/10000000 d'un millionième de grammes d'or. Personne ne va devenir riche avec ça. Mais ça reste incroyable. C'est fascinant, car l'affirmation « nous avons transformé le plomb en or » est vraie, certes, mais à petite échelle. Exactement, exactement. C'était le rêve des alchimistes du Moyen-Âge. Les gens croyaient qu'il y avait là une pierre, la pierre philosophale, si tant est qu'on puisse utiliser une pierre, un matériau comme le plomb ordinaire qui a l'air très banal. Si on le touche avec cette pierre, il se transforme en or, et l'or est cher, il brille, c'est magnifique. C'était le rêve des alchimistes au Moyen-Âge. Évidemment, cela n'a pas fonctionné. Il faut vraiment modifier le noyau atomique pour que cela marche. Oui. Il manquait les accélérateurs de particules au Moyen-Âge. Tu te demandes peut-être pourquoi tout ce travail, pourquoi s'intéresser à un état de la matière qui n'a existé que pendant quelques microsecondes après le Big Bang. La réponse, c'est qu'on veut comprendre comment tout est né du néant. Après le Big Bang, l'univers tout entier était un plasma de quarks et de gluons. En se refroidissant, les premiers protons et neutrons se sont formés, puis les premiers noyaux atomiques. Sans cette transition du plasma à la matière normale, il n'y aurait ni étoiles, ni planètes, ni nous. Mais Alice explore bien d'autres choses encore. Un grand mystère, par exemple, est ce qu'on appelle la viscosité du plasma de quarks et de gluons. Est-il plutôt visqueux comme le miel ou fluide comme l'eau? Les mesures montrent qu'il est étonnamment fluide. C'est l'un des liquides les moins visqueux que l'on connaisse. Ça a des conséquences importantes sur notre compréhension de la force nucléaire forte, l'une des 4 forces fondamentales de la nature. Où prend les étoiles à neutrons, les objets les plus denses de l'univers à part les trous noirs. À l'intérieur de ces cadavres stellaires, les conditions pourraient être aussi extrêmes que dans le plasma quark-gluon. Peut-être y existe-t-il même des états de matière exotique avec des quarks étranges ou ce qu'on appelle des hyperons. Tout cela nous aide à répondre à ces questions. Quel est alors le gain de connaissance si j'observe finalement le plasma de quarks et de gluons? Qu'est-ce que je peux découvrir sur les tout débuts de l'univers? Je peux par exemple voir quelles propriétés il possède, c'est-à-dire quelle température. La première chose que nous voulons mesurer, c'est la température. Nous avons déjà mesuré cela avec les données des 10 dernières années, mais avec une faible précision. Et si vous regardez ça, la température est environ 100 000 fois plus élevée que celle du cœur de notre Soleil. Cela signifie que notre Soleil a une température d'environ 15 millions de degrés, soit 13 millions de degrés Celsius. Cela signifie que dans l'univers actuel, il n'existe rien qui soit même approchant aussi chaud qu'un plasma de quarks et de gluons. Depuis 14 milliards d'années, l'univers est en expansion, il se refroidit et il n'y a rien qui soit même approchant aussi chaud qu'un plasma de quarks et de gluons. Oui. Nous voulons voir, est-ce que le plasma de quarks et de gluons est maintenant transparent? Les particules peuvent-elles le traverser sans être beaucoup perturbées? Ou est-ce plutôt opaque, donc plus trouble?
Et là aussi, les quarks lourds sont des sondes particulières pour mesurer cette opacité. Je n'ai pas vraiment de bon mot allemand pour cela. Donc la température et aussi les propriétés de transport. Comment les particules lourdes interagissent-elles avec le plasma de quarks et de gluons? Nous sommes maintenant de retour en haut. Nous étions tout à l'heure à 60 mètres sous terre au détecteur ALICE, et ici, sur le mur extérieur du bâtiment, on voit une représentation du détecteur à sa taille réelle. Quand nous sommes entrés ici tout à l'heure, je n'arrivais pas à y croire. Maintenant que nous étions en bas, je le crois tout de suite. C'est la taille originale impressionnante de cette chose. C'est incroyable. Et maintenant, je suis déjà complètement époustouflé. Mais voyons ce que nous allons encore découvrir ici. Ma visite au détecteur ALICE m'a encore montré à quel point la recherche fondamentale est fascinante. Ici, à 60 mètres sous terre, on n'explore rien de moins que la plus grande question de tout le cosmos. Que s'est-il réellement passé juste après le Big Bang? Mais ma visite au CERN m'a aussi conduit vers un autre lieu fascinant, l'usine à antimatière. Et ici, on s'attache à répondre à une question tout aussi colossale. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Pourquoi la matière et l'antimatière ne se sont-elles pas mutuellement anéanties? N'hésite pas à cliquer sur la vidéo ci-dessous pour découvrir mon reportage sur l'usine à antimatière. C'est vraiment passionnant. Et pense à t'abonner à la chaîne si ce genre de reportage scientifique sur le terrain t'intéresse. Tous ceux qui suivent la chaîne soutiennent énormément mon travail. Et qui sait, peut-être qu'ensemble, on parviendra à percer les secrets de l'univers.